8 septembre 1989, à côté du parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Il est 16h45 lorsque Marie-Inès Moens, une jeune secrétaire de 24 ans, quitte son travail pour aller récupérer sa fille. Marie-Inès, que tout le monde appelle Marie-Agnès, a rendez-vous chez son ex-mari à 19h. Elle est pressée, car elle doit d'abord se rendre dans un magasin pour acheter des chaussures à sa fille. Le lendemain, Marie-Inès est de mariage. C'est sa meilleure amie qui se marie. Et la petite de 2 ans et demi va être demoiselle d'honneur. Il faut lui trouver des chaussures assorties avec sa robe. Elle n'a que 200 mètres à faire pour aller prendre son métro à la station Mérode. On ne saura jamais si elle y est arrivée, car Marie-Inès va se volatiliser en pleine ville. À sa mère, qui l'appelait alors qu'elle s'apprêtait à quitter le travail, elle a dit « J'ai pas trop le temps, je t'appelle ce week-end ». C'est la dernière fois que sa mère entendra sa fille. Ce jour-là, à Bruxelles, il fait très beau. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Comment cette jeune femme a pu disparaître en plein jour? Détail troublant. Ce 8 septembre 1989, lorsqu'il ne voit pas son ex-femme arriver pour récupérer sa fille, l'ex-mari va se rendre au commissariat. Mais il ne va pas signaler la disparition. Il va porter plainte contre Marie-Inès pour abandon d'enfant. La mère de Marie-Inès, elle, s'inquiète rapidement, car ce n'est pas du tout le genre de sa fille que de partir comme ça sans prévenir personne. Et elle n'aurait jamais abandonné sa fille. La maman va signaler la disparition. Mais à cette époque, la justice prend les disparitions d'adultes à la légère. Pour eux, c'est toujours des personnes qui sont parties volontairement. Et les médias, eux, seront au courant de la disparition seulement 2 mois et demi après. Une médiatisation de l'affaire et une enquête qui aurait commencé plus tôt auraient pu permettre de savoir ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on ne peut pas retourner en arrière. Aujourd'hui, 32 ans après, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Marie-Inès. Voilà pour les faits. Maintenant, on va voir un peu plus en détail. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses troublantes dans cette affaire. Et qu'il y avait beaucoup de prédateurs en liberté à cette époque-là en Belgique. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, à mettre les notifications en marche. Merci d'avance. Bon, concernant la disparition de Marie-Inès Moens, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est un nom qui revient souvent dans les articles qui concernent les disparitions, mais il n'y a pas beaucoup de détails la concernant. Il n'y a pas beaucoup d'articles consacrés à cette affaire. Je vais vous donner ce que je sais et on verra un peu plus après. Concernant l'itinéraire que devait emprunter Marie-Inès, il y a des informations contradictoires. Alors on a vu qu'elle devait aller récupérer sa fille, qui était depuis plus de 3 semaines en vacances chez l'ex-mari, qu'elle devait se rendre dans un magasin de chaussures, mais dans les articles la concernant, ils disent qu'elle a disparu entre son boulot, donc au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, et son domicile situé 101 avenue Charles Quint à Gansoren. Alors on ne sait pas si elle devait, en sortant du travail, se rendre en premier au magasin, ensuite au domicile, ou le contraire, d'abord se rendre à son domicile, ensuite se rendre au magasin et après partir récupérer sa fille. On ne sait pas ça. Et le problème, c'est que comme l'enquête, elle a commencé vraiment des années après, en fait, ils se sont penchés sur le cas de Marie-Inès quand l'affaire du trou, elle a éclaté. Donc 7 ans après. C'est là qu'ils ont commencé à regarder un peu les affaires de disparition, les cold cases, etc. Mais bien sûr, c'était un peu tard.
Quoi qu'il en soit, si on se base sur ce qu'ils disent dans les médias au niveau de l'itinéraire, donc pour se rendre chez elle, elle aurait dû, en sortant de son boulot au parc du Cinquantenaire, elle aurait dû faire 200 mètres pour aller au métro Mérode. Elle aurait dû après sortir à la station Simonis. Ensuite, elle aurait dû prendre le bus numéro V. Et après, il y avait une petite trotte à pied à faire. Mais le problème, c'est qu'ils savent même pas si elle est arrivée au métro Mérode. Elle a pu disparaître dans les 200 premiers mètres pour se rendre au métro Mérode. Alors voyons maintenant un peu au niveau de l'enquête, des pistes, etc. Au niveau de la personnalité de Marie-Inès Moens, il n'y a rien à signaler. C'était une jeune femme, donc comme on l'a dit, de 24 ans. Elle était quadrilingue. Avant de trouver son boulot de secrétaire dans un cabinet d'avocat, elle avait fait des petits boulots. Elle avait travaillé à Walibi. Elle avait travaillé dans une association de lutte contre le cancer. Et après, donc, quand elle a trouvé ce travail, elle s'est épanouie à ce travail. Apparemment, elle n'avait pas vraiment d'ennemis proprement parlé. Pas d'ennemis déclarés, du moins. Mais on sait que ça se passait pas super bien avec son ex-mari. Et aussi qu'avant sa disparition, elle avait revu un ancien petit copain à elle. Et apparemment, ça s'était pas bien passé. Alors, on va commencer un peu à voir les pistes. Avant d'attaquer celle de l'ex-petite amie ou de l'ex-mari, je vais parler de la piste la moins probable. Alors attention, c'est pas des accusations. Je suis prudent parce que bon, c'est un cabinet d'avocats. Les avocats, il faut pas rigoler avec. Disons tout simplement que première piste, Marie-Inès Moens, elle a jamais quitté le cabinet là où elle travaillait. Deuxième hypothèse, après qu'on va pas pouvoir creuser en profondeur parce que ce serait trop vaste et on n'est pas des devins, on peut pas deviner. C'est l'hypothèse où elle est enlevée par une personne qui est inconnue des services de police, qui est passée en dessous les radars, qui ne faisait pas partie de l'entourage de Marie-Inès, qui la connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, et qui l'enlève à un moment sur le trajet. Ou sur les 200 mètres pour se rendre au métro Mérode. Ou quand elle sort du bus V et qu'il lui reste quelques mètres à faire pour se rendre chez elle. Ou qu'il la convainc dans le métro ou dans le bus pour X raison de le suivre. Elle le suit en confiance et après ça tourne mal. Ou une personne toujours pareille inconnue qui l'enlève au domicile. Parce que au domicile, il y a un détail qui est troublant, c'est que la porte, elle a été fracturée, la porte de chez elle. Alors ils savent pas si c'était le jour de la disparition, avant ou après la disparition. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui aurait pu se passer aussi? Marie-Inès, elle arrive chez elle. Manque de chance, il y a quelqu'un qui est en train de cambrioler. Et ça tourne mal, il enlève. Voilà, alors normalement, un cambrioleur, il va pas... il y a quelqu'un qui arrive, il va fuir. Mais si c'est un cambrioleur qui a des pulsions, disons, il peut enlever la victime. Une victime féminine qui arrive. Hop, lui, il tombe sur cette occasion et il enlève la victime. Pour revenir à l'ex-petit copain qu'elle avait revu et avec qui ça s'était mal passé, pareil. Alors, est-ce qu'il savait où elle travaillait ou où elle habitait?
Est-ce qu'elle lui a dit quand ils se sont revus? On ne sait pas. Il y a très peu d'informations à propos de cette piste. Il n'y en a quasiment pas. On sait juste qu'elle a vu une ex-petite amie en réalité. Mais c'est pareil. Donc elle voit cette ex. L'ex l'attend à la sortie du travail. Ou devant le domicile. Au début, il agresse pas par la force en pleine rue. Il vient, il fait semblant de s'excuser, etc. Marie-Inès, elle monte en confiance dans son véhicule, admettons. Et après, ça tourne mal. On arrive maintenant à la piste de l'ex-mari, qui semble être la plus probable, ou du moins celle que la justice a pensé la plus probable parce qu'ils l'ont bien investigué. Et aussi la mère de Marie-Inès semble dire que c'est l'ex-mari. Parce qu'elle dit qu'elle sait qui a tué sa fille. Donc forcément c'est quelqu'un qu'elle doit connaître, ou qu'elle sait qui connaissait Marie-Inès. Alors bien sûr ça peut être l'ex-petit copain, mais c'est moins probable. Le plus probable c'est que ce soit l'ex-mari dont elle parle. Parce que il y a cette bizarrerie que Marie-Inès doit récupérer sa fille à 19h et que le mari, au lieu d'aller signaler la disparition, il porte plainte pour abandon d'enfant. Alors déjà, c'est bizarre qu'il n'ait pas attendu plus longtemps. Normalement, il aurait dû attendre au minimum des heures, voire le lendemain, voire quelques jours, avant de se dire elle a abandonné ses enfants ou quoi que ce soit. S'il a fait ça, c'est que ça devait faire partie d'un plan qui avait été échafaudé. Parce que pourquoi se dire elle abandonne ses enfants comme ça? C'est bizarre. Marie-Inès, elle aurait tout simplement pu être en retard. Elle aurait pas pu prévenir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables. Voilà, ça aurait simplement pu être un retard. Pourquoi d'un coup il se dit elle ne viendra jamais, elle a abandonné ses enfants? C'est vraiment pas clair ça. Alors bien sûr, je l'accuse pas, hein, le mari. Mais bon. Au niveau des investigations le concernant, ils se sont rendus compte que Marie-Inès, elle était suivie. Elle était suivie par deux femmes. Ces deux femmes, elles ont été interrogées. Et apparemment, c'est la belle famille qui les avait embauchées pour suivre Marie-Inès. Sûrement pour trouver des choses sur elle qui auraient pu permettre de faire gagner la garde de la petite au mari. Alors, bien sûr, le mari et les beaux-parents, ils ont été investigués. Il y a eu des fouilles qui ont été faites chez eux. Et ils ont trouvé un fragment de on ne sait quoi. Voilà, il n'y a pas d'informations là-dessus. Dans l'article, ils disent juste qu'ils ont trouvé un fragment de on ne sait quoi, justement. Et qu'il y a eu des analyses ADN. Et ça n'a pas pu déterminer ce que c'était. Alors on ne sait pas si c'est des taches qui auraient pu être du sang, on ne sait pas si c'est des fragments d'os, de dents ou n'importe quoi. On ne sait pas, voilà, ils ont juste fait des investigations au niveau de la police scientifique qui ont permis de trouver quelque chose qui était bizarre, mais ils n'ont pas su déterminer ce que c'était. Alors, dans l'hypothèse du mari, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ou ils ont préparé le coup à l'avance. Quand Marie-Inès elle arrive pour récupérer la fille, ils font le boulot. Ou ils font la même chose mais avec le guet-apens préparé chez Marie-Inès, ce qui explique que la porte a été forcée. Ou tout simplement le boulot a été fait chez eux et après ils sont allés forcer chez Marie-Inès pour prendre des choses qui sont compromettantes.
Par exemple, je sais pas moi, un exemple, hein, c'est pas un fait de l'enquête, c'est un exemple. Des lettres de menace ou des échanges qui auraient pu faire peser les soupçons sur lui, ou des documents, n'importe quoi qui aurait pu faire peser les soupçons sur la belle famille. Voilà. Après, bon, il y a la piste de la disparition volontaire, qui est possible, mais bon, c'est sûr qu'à l'époque on pouvait disparaître plus facilement que maintenant, mais il n'y a pas eu de mouvement après la disparition sur le compte bancaire, alors c'est sûr que bon, à l'époque il y avait plus de travail au noir, le liquide, le ci, le là, elle a pu partir avec un homme qui l'entretient, on ne sait pas, mais bon, le courrier il n'était pas relevé le jour de la disparition, comme par hasard, chez elle. Non, c'est très peu probable qu'elle soit disparue volontairement. Ensuite, il y a la piste du commerçant. Le commerçant chez qui elle devait se rendre pour acheter des chaussures pour sa fille pour le mariage, il a été interrogé, apparemment il dit qu'elle est jamais arrivée à son magasin. Mais peut-être qu'elle y est arrivée, mais qu'elle en est jamais repartie. Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Ça paraît tiré par les cheveux, mais pourtant, je vais vous parler d'une affaire américaine où c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je vous raconte rapidement parce que c'est une vidéo sur Marie-Inès Moens, pas sur cette affaire-là. Si je commence à partir là-dedans, on s'en sort plus. Mais pour faire vite, en septembre 1995, en Pennsylvanie, aux États-Unis, Lisa Manderac, une jeune femme de 29 ans, elle se rend avec son bébé de 18 mois dans un magasin pour faire des emplettes. Et elle disparaît. Et l'enquête, après, elle va montrer que c'est le commerçant Caleb Fairley qui, quand il a vu arriver Lisa, qui était une belle jeune femme, dans son magasin, c'était quasiment vers la fermeture, lui il a verrouillé les portes, il s'en est pris à la femme et au bébé, et après il les a fait disparaître. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'affaire de Marie-Inès. Alors bon, au niveau du travail de Marie-Inès, j'avais pas pensé à vous le dire, mais ça a pu être aussi une vengeance d'un client du cabinet d'avocats. Bon voilà, quelqu'un qui en aurait voulu pour X raison à ce cabinet, à un des avocats. Voilà, il sait que Marie-Inès, elle est secrétaire là-bas. Elle sort et il s'en prend à elle par vengeance. C'est une des probabilités. Ça s'est déjà vu des affaires comme ça aussi. Ensuite, il y a la piste du prédateur, bien connu de la justice, de tout le monde, la piste du SK. Alors, faut savoir qu'en 1989, en Belgique et proche de la Belgique, disons à 1 heure et demie autour de Bruxelles, parce que bon, la Belgique c'est pas un grand pays, n'importe où que vous soyez en Belgique, vous êtes à maximum à 1 heure et demie de Bruxelles, et même la frontière française c'est pas loin non plus. Il y avait un paquet de SK qui étaient à l'époque en liberté. Alors même si la justice s'est un peu plus penchée sur le dossier après l'affaire Dutroux lui il sera pas dans le coup, parce qu'à l'époque il était incarcéré. Pas pour l'affaire qu'il a fait connaître par le monde entier, pour une autre affaire, mais en 89 il était incarcéré Dutroux. Mais par contre, il y avait par exemple Michel Stokes, le routier belge, qui est soupçonné dans plusieurs affaires, notamment dans l'affaire de la petite Anaïs Marchelli en France, à Mulhouse. Il était routier, il faisait des trajets, il passait souvent à Mulhouse.
Il y a un autre SK belge qui est Claude Piré, qui a plusieurs victimes à son actif aussi. Il y avait Stéphane Dulion aussi. Il était jeune, mais il était déjà en âge de sévir. Il y avait Ronald Janssen, qui à l'époque était étudiant à Leuven, à Louvain en français. Leuven, c'est qu'à 25 km de Bruxelles, à une demi-heure. Et il y avait aussi Michel Fourniret. Alors Michel Fourniret, à l'époque, il habitait encore en France. Hein. Mais bon, c'est à la frontière qu'il habite. Il était pas loin de Bruxelles, peut-être à une heure et demie. Mais c'est surtout qu'à l'époque, dans l'année d'avant, ils avaient braqué le magot du gang des postiches. Et Fourniret se rendait souvent à Bruxelles pour changer les pièces d'or contre de l'argent. Et détail troublant, il y a un commerçant de la rue où se trouve le métro Mérode qui a déclaré aux enquêteurs qu'à l'époque Fourniret il fréquentait beaucoup le quartier. Alors là, c'est pas anodin, si c'est vraiment vrai qu'il fréquentait le quartier, parce qu'un gars comme Fourniret, dans un quartier où une femme disparaît, c'est pas anodin. Surtout que, admettons, il y a eu un enlèvement, ça s'est passé dans la rue à Bruxelles. Si ça avait été, par exemple, que des hommes, Marie-Inès, elle se serait sûrement débattue, elle aurait crié, quelqu'un aurait remarqué quelque chose. Que là, si c'est Fourniret qui a fait le coup, on sait comment ils agissaient avec Monique Olivier. Monique Olivier, elle faisait la part. Là, Marie-Inès, elle aurait vu Monique Olivier, elle aurait vu que c'était une femme. Elle serait montée en confiance dans la voiture. Il lui aurait peut-être demandé un docteur, comme il faisait avec d'autres victimes. Indiquez-moi où c'est qu'il y a un docteur, vite c'est une urgence. Elle voit un couple, elle se méfie pas, elle monte. Et après, scénario habituel. Il la menace, ils lui font prendre des somnifères. Elle s'endort et voilà, il embarque. Et il y a un autre SK aussi qui est intriguant. C'est Andras Panji. Parce que c'est en pleine période là où il sévissait. Alors, Andras Panji, il est beaucoup connu pour avoir fait des victimes dans sa famille. Andras Panji, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous résume vite fait, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, il y a une belle émission, l'effet Carl Zero, à son propos. C'était un pasteur hongrois qui était venu s'installer en Belgique. Et avec sa fille, qui était aussi sa maîtresse, ils se sont débarrassés de plusieurs membres de la famille. Mais ça c'est peu connu, mais c'est pas tout. Andras Panji, il n'est pas soupçonné d'avoir fait disparaître que des membres de sa famille. Il y a aussi plusieurs personnes, beaucoup des Hongroises, qu'ils avaient fait venir en Europe, de l'Ouest, et qui ne savent pas ce qui leur est arrivé. Et détail troublant, près du trajet qu'aurait dû prendre Marie-Inès pour se rendre à son domicile, il y a un des domiciles d'Andras Panji qu'il avait à Molenbeek-Saint-Jean qui se trouve pas loin du trajet. Et détail encore plus troublant, c'est dans ce domicile-là qu'ils ont retrouvé les restes de 7 femmes et un homme dont l'ADN a prouvé qu'ils n'étaient pas des membres de la famille. Alors, est-ce que parmi ces personnes, il y avait Marie-Inès? Est-ce que pour une raison ou pour une autre, elle est sortie de la bouche de métro qui est pas loin de chez Andras Panji? Ce domicile il se situe à la rue Van de Wael, je sais pas comment ça se prononce. Mais Marie-Inès, pour une raison ou pour une autre, elle a pu sortir là-bas, tomber sur Panji
Pandji ou sa fille qui elle aussi faisait l'appât. Et voilà, on connaît la suite. Ça peut être une probabilité. Alors après, si vous me dites que le commerçant chez qui devait se rendre Marie-Inès, il se situe pas loin de la rue Vandevael, là, ça commence à être un red flag. Je sais pas si c'est le cas, il n'y a pas d'informations à propos de ça. Mais là, le scénario, il se serait vite fait. Elle sera au commerçant, elle tombe sur Pandji ou sa fille, ou les deux, elle se fait embarquer, voilà. Bon, c'est tout ce que je sais à propos de la disparition de Marie-Inès Moens. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'informations la concernant sur internet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, pour un peu résumer tout, pour un peu voir, essayer de faire un peu des rapprochements avec les prédateurs qu'il y avait dans la région, etc. Et surtout pour pas que cette disparition le tombe dans l'oubli. Alors comme d'habitude, je fais un appel à témoins. Ça va pas être long. Si vous savez quelque chose, parlez. Si vous avez remarqué quelque chose aux alentours du 8 septembre 1989, ça fait 32 ans aujourd'hui qu'elle a disparu, Marie-Inès. Il serait temps que vous parliez, que justice lui soit rendue. Si vous avez remarqué une personne de votre entourage, votre travail, votre famille, n'importe où, qui était bizarre au moment de la disparition, surtout s'il habite proche du trajet qu'aurait emprunté Marie-Inès, encore plus s'il connaissait Marie-Inès, si cette personne elle a eu un comportement bizarre, parlez-en. Alors souvent dans les appels à témoins, je parle aussi, est-ce que vous n'avez pas vu quelqu'un, un homme de votre entourage, revenir avec des marques de griffure, tout ça. Alors ça peut paraître stupide, mais regardez dans l'état que Lisa Manderac a mis Caleb Ferlin. C'est comme ça qu'il s'est fait choper. La police, elle a essayé de retracer l'itinéraire qu'avait emprunté Lisa avec la petite, avec sa fille. Et quand ils ont interrogé ce commerçant chez qui elle s'était rendue, ils se sont rendus compte qu'il s'était mis du maquillage sur la figure et qu'en fait il était griffé de partout. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait tomber. Donc voilà, si à l'époque de la disparition vous avez vu quelque chose de suspect comme ça, signalez-le. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez de l'affaire de Marie-Inès, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.